C'est parti depuis ce matin pour l'audit international du fichier électoral. Cette purification était une exigence de l'opposition politique avant les élections. Les 8 experts commis à la tâche ont jusqu'au 21 octobre prochain pour rendre leur rapport. Le bras de fer se durcit entre le gouvernement et les transporteurs. Au lendemain du coup de gueule de la fêtière unique des transporteurs, le gouvernement réagit, le ministre des Transports signe et persiste. Le fret sera bel et bien géré par le conseil burkinabé des chargeurs. Vincent Dabilgou prévient aucun blocus des corridors ne sera toléré en cas de grève des acteurs. À suivre également dans ce 19h30, la restitution d'une étude du CIFWEB qui révèle que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements budgétaires. Santé, agriculture, eau et assainissement, des domaines prioritaires qui n'ont pas bénéficié de l'attention prévue de 2016 à 2020. Tous les détails dans quelques instants. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci d'être des nôtres, mesdames et messieurs. L'exécutif sonne la fin de la récréation dans la crise qui secoue le secteur des transports. Les transporteurs doivent s'unir avant de prétendre intégrer la gestion du fret. Vincent Dabilgou n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Le ministre des Transports s'est voulu ferme au lendemain du coup de gueule de la fêtière unique des transporteurs. Plus de précisions avec Archimède Boy. Dans la crise qui secoue en ce moment le secteur des transports au sujet de la gestion du fret, le gouvernement se veut clair. L'arrêté signé par Vincent Dabilgou le 9 octobre dernier, confiant la gestion du fret au Conseil burkinabé des chargeurs, est maintenu tant que les organisations de transporteurs ne s'uniront pas. Ce que le chef du gouvernement dit, dans la mesure où nous n'avons pas pu mettre en place une fêtière unique, le gouvernement ne reviendra plus sur sa décision de confier la partie qu'ils avaient, les transporteurs, au CBC. Mais dans cette posture, le gouvernement laisse tout de même la porte ouverte à la négociation. Si une fêtière, notamment M. Mega Issouf, a des observations qui ne remettent pas en cause le décret, moi je suis prêt à les prendre pour pouvoir les traduire, les transmettre au Premier ministre et nous allons regarder comment on les prend en charge. Le ministre en charge des Transports soutient que plusieurs contre-vérités ont été proférées en vue de discréditer cet arrêté qui divise. Des allégations affirmant que ce document favoriserait la mise en place de coxers. Sur ce point, il apporte sa part de vérité. Donc, dans notre décret et dans notre arrêté, nous disons par exemple, le chargeur ou son mandataire. Alors, allez-y me comprendre, les gens, pour mettre à mal le décret, ils sont allés dire que non, mandataire avait dit coxer. Oui, donc, et ça fait que ça crie dans le milieu, parce que vous voyez, 80% des transporteurs ne sont pas nécessairement des intellectuels. Alors on dit non, le gouvernement veut mettre en place des coxers. Alors que dans le décret, on a dit il n'y a pas de coxers, c'est interdit. Enfin, si les transporteurs décidaient d'aller en grève, le gouvernement n'acceptera pas un blocus du pays. Il prendra plutôt ses responsabilités. S'il doit y avoir une grève, nous n'allons pas être intransigeants. Nous allons être intransigeants plutôt dans le sens de faire en sorte que s'ils doivent gréver, les chauffeurs doivent rester dans leur camion, mais il ne sera pas question que nous puissions encombrer donc, ce qu'on appelle le corridor ou créer un blocus dans notre pays. Parce que la liberté de gréver est constatée dans notre Constitution, mais aucune liberté n'est donnée à quelqu'un de barrer une route et d'empêcher un autre citoyen de circuler sur la route. La route est un bien public. Le gouvernement se veut donc ferme face à la fêtière unique des transporteurs du Burkina. Cependant, une question demeure. Cette posture du gouvernement contribuera-t-elle à ramener la sérénité dans le secteur des transports? Oui, en informatique, en droit et en démographie pour passer le fichier électoral au peigne fin. Épaulés par une équipe nationale, ils ont jusqu'au 21 octobre prochain pour purifier les listes électorales. Une exigence de l'opposition politique qui se concrétise, nous dit Luc Park-Belgem.
Opposition, majorité et gouvernement paraphent ainsi un document qui donne quitus aux 22 membres d'un comité indépendant de passer à la loupe le fichier électoral. C'est un audit qui fait suite à la suspicion de fraude de l'opposition pendant l'enrôlement dans quelques localités du pays. Donc nous avons soupçonné qu'il y ait peut-être quelque part des officines qui font des doubles enrôlements. Et notre crainte est devenue beaucoup plus grande quand on s'est rendu compte que certaines de ces personnes-là étaient convoyées par des partis qui participent à la gestion du pouvoir d'État. Comme on dit, quand on découvre quelque chose, il faut toujours se poser des questions sur ce qu'on n'a pas découvert. Donc c'est dans ce souci de prévention-là que l'opposition a souhaité et exigé qu'il y ait un audit du fichier, qu'on s'assure que chaque Burkinabé qui est inscrit sur ce fichier-là est inscrit une seule fois et ne pourra voter qu'une seule fois. La majorité est également favorable à cet audit qui devra rassurer l'ensemble des partis à l'issue de la séance de travail de ces experts débutée ce 13 octobre pour s'achever le 20 octobre. C'est pour dire que c'est de façon inclusive, de façon transparente, que les élections, en tout cas au Burkina Faso, vont se mener sous l'œil aussi donc, des observateurs étrangers que j'ai cités tout à l'heure. Donc vous comprenez que le Burkina a une chance d'avoir le comité de suivi du dialogue politique, qui est une volonté affichée du chef de l'État. L'audit externe en cours du fichier électoral se fait avec le soutien de l'Union européenne, de l'Union africaine et de l'OIF. Pour la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, cela est la preuve d'une confiance renouvelée des partenaires. Dans le comité d'audit, tout le monde est représenté. La majorité est représentée par 2 personnes, un informaticien, un politique. L'opposition est représentée par un informaticien, un politique. La société civile est représentée également par 2 personnalités. Des élections libres, transparentes et acceptées de tous, tel est le vœu de la classe politique et aussi du gouvernement. Nous avons voulu que les élections législatives présidentielles du 22 novembre 2020 se fassent de façon transparente, équitable, et que nous puissions avoir des résultats non contestables par toutes les parties. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons que l'audit du fichier électoral puisse effectivement se faire par des organismes indépendants et des experts indépendants, ce qui va crédibiliser notre fichier électoral et nous permettre d'aller de façon tranquille aux élections. L'équipe d'expertise qui conduit cet audit du fichier électoral est composée de 8 personnes, notamment de démographes, de juristes, d'informaticiens et de spécialistes en questions électorales. Ils devront rendre leurs travaux plus tard le 20 octobre et rendez-vous est pris également dans ce sens. Opposition, majorité et société civile ont la possibilité à chaque étape du processus de formuler des demandes de requêtes qui seront opérées sur le fichier électoral. Qu'il soit de l'opposition ou de la majorité présidentielle, le prochain président du Faso devra travailler à respecter les engagements de l'État. De 2016 à 2020, l'État n'a pas respecté ses engagements budgétaires dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'eau et de l'assainissement. C'est ce que révèle une étude du SUFOEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, qui initie un plaidoyer pour une augmentation des allocations budgétaires dans ces secteurs dits prioritaires. Archimède Boy. L'État burkinabé s'est engagé à allouer au moins 0,5% de son PIB, produit intérieur brut, au secteur de l'hygiène et l'assainissement, 15% de son budget à celui de la santé et au moins 10% à l'agriculture. Sur la période 2016-2020, le CIFOEB, Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, fait une évaluation et constate que ces engagements ne sont pas respectés. Le résultat montre que les engagements ne sont pas respectés. On constate en termes nominaux une évolution des chiffres dans les différents secteurs. Il y a une meilleure allocation des ressources dans ces secteurs, mais en termes relatifs, c'est-à-dire en termes de proportion de la part donc, du budget alloué à ces secteurs, nous sommes bien en deçà des engagements pris. Le CIFOEB milite pour une prise en compte des priorités liées au bien-être des populations en matière d'accès aux services sociaux de base. C'est pourquoi, dans cette étude,
il fait des recommandations aux décideurs politiques. Donc ce que nous avons recommandé, c'est qu'effectivement il y ait une meilleure allocation, ça veut dire augmenter les crédits de ces secteurs pour booster les secteurs et améliorer les indicateurs de développement de ces secteurs concernés. Non seulement allouer les ressources, mais il faut qu'à l'exécution, effectivement, les crédits qui ont été votés pour ces ministères constatent qu'à l'exécution, ces ministères et ces secteurs ont été dotés de ces crédits et qu'ils ont effectivement effectué les dépenses et les actions qui sont prévues en la matière. Nous proposons également une meilleure ventilation des crédits au sein des ministères et au sein des secteurs. Parce que vous savez que nous sommes maintenant dans le contexte du budget programme. Ces chiffres seront utilisés pour interpeller l'exécutif et les parlementaires en vue d'une meilleure prise en compte des besoins des populations, indique le Sifweb. L'autre engagement gouvernemental qui peine à être effectif, c'est bien le développement de l'économie numérique et des postes. Les autorités du pays mesurent l'enjeu. Les actions sont donc multipliées pour y remédier. La dernière en date, le tout premier forum de la poste et du commerce électronique. Il a ouvert ses portes ce mardi à Ouagadougou avec pour seul objectif renforcer les actions déjà entreprises pour booster les projets dans ce domaine. Sandrine Zougouri. Face aux révolutions scientifiques et technologiques, la Poste s'adapte. Bientôt une banque postale pour dynamiser le secteur postal et offrir au monde rural une opportunité d'accès aux services bancaires. À son démarrage, ça va être une banque de type universel, comme les autres banques. Mais sa vocation est de s'appuyer sur le réseau de la Poste qui est très étendu pour permettre que les populations, y compris en milieu rural, puissent accéder à des services bancaires. Je vous ai dit tantôt que nous avons 678 livrets d'épargne. Donc c'est 618 000 comptes d'épargne, 6 000 comptes CCP. Et l'ensemble donc de tous ces épargnants vont pouvoir s'appuyer sur le réseau de la Poste pour bénéficier de services bancaires. La Poste actuellement collecte l'épargne, mais ne fait pas de crédit. Et donc cette dimension de crédit qui manque aujourd'hui va être complétée. Avec cette vision, c'est l'inclusion financière qui est en marche à ce premier forum de la Poste et du commerce. Un forum qui permettra de mettre en lumière les différents produits postaux tels que la plateforme e-Doc. La Poste a développé des services innovants et ces services doivent être connus. C'est pour ça ce premier forum et avec vous, les amis de la presse, c'est pour faire en sorte que la population connaisse ces produits et que ces produits soient utilisés. On parlait de la plateforme e-Doc en cours, c'est-à-dire les documents administratifs, les documents de l'administration publique que les populations, les usagers ont besoin. Et donc la Poste se positionne comme un intermédiaire pour collecter les demandes et aussi jouer ce rôle d'intermédiaire auprès de l'administration publique et faire livrer ces documents précieux et importants aux populations. Il ressort que 80% des chiffres d'affaires de la Poste proviennent des produits financiers. Ces produits concernent essentiellement les produits d'épargne. La Poste, à travers son vaste réseau, offre aux populations les possibilités de pouvoir épargner en toute sécurité et une épargne qui est rémunérée. Et tout le monde sait que l'épargne aujourd'hui sert à financer l'investissement et tout ce qui concourt donc à promouvoir l'épargne concourt à promouvoir le développement. Cette première édition du Forum de la Poste et du commerce électronique se tiendra du 13 au 15 octobre. Plusieurs thèmes seront abordés, tels que la contribution de la Poste à l'inclusion financière et à l'essor du commerce numérique et sur la finance digitale. Le mois d'octobre, vous le savez, est décrété mois du consommant local par l'UEMOA dans l'espace communautaire, une période donc propice pour toutes les initiatives qui visent la promotion du mot d'ordre consommant burkinabé. Dans cette même lancée, le club des marketeurs se donne 4 ans pour asseoir les bases du consommant burkinabé. C'est toute une stratégie qui a été peaufinée, un plan stratégique qui a été dévoilé à la presse ce matin.
Mamounata Kabouri. D'ici 2023, le Burkina Faso sera dans le concert des pays industrialisés avec au compteur 25% de transformation des produits locaux, foi du ministre en charge de l'industrie qui assure que le gouvernement ne fait plus dans la dentelle pour ce qui est de la promotion des produits made in Burkina. Je pense que les gens vont pouvoir même porter des tenues scolaires. Le ministre Ouaro est énormément engagé pour accompagner donc la Confédération Coton Textile, effectivement, pour aller dans ce sens. DG FISA n'est pas là, mais nous avons réussi, à partir du fil burkinabé, à produire la matière première pour le tricot. Les premiers échantillons ont été faits là, d'autres échantillons, effectivement, ont été testés dans les usines avant d'embarquer donc les machines. La prochaine étape, c'est de dire, d'ici fin 2021, sauf si, d'ici la fin d'année d'abord, il y aura donc des t-shirts made in Burkina, et d'ici fin 2021, sauf si vous avez envie d'aller commander des t-shirts ailleurs, vous n'avez plus besoin d'aller ailleurs. Fin d'année, on mettra les premiers t-shirts sur le marché. Ça, c'est promis. L'atteinte de ces résultats passera nécessairement par la promotion des produits, d'où la nécessité de disposer d'une stratégie adéquate de communication. Après l'étude de terrain, place à la stratégie de communication pour attirer les Burkinabés autour des produits locaux. Le club des marketeurs, cheville ouvrière du projet, s'appuie sur 3 grands points pour plus d'engouement. Donc pour nous, d'abord, en partant du constat des études que nous avons menées par rapport donc, à l'atteinte des 3 objectifs que nous avons cités, donc la disponibilité, la visibilité et l'accessibilité des produits, il faut mettre impérativement en place une centrale d'achat et de distribution qui va regrouper quand même un bon nombre d'experts dans différents domaines parce que le marketing est assez vaste. Il y a des domaines d'activité stratégiques. Donc au niveau de chaque domaine, il y a déjà des experts qui sont constitués pour pouvoir donc conduire toutes les activités qu'il y a. Cette centrale qui va être donc cette cellule qui va regrouper tous les experts donc, de la prévision, de la recherche, de la distribution et de la communication. Le deuxième volet est l'élargissement des gammes parce qu'on n'a pas cette présence au niveau des rayons. On n'a pas ces formats recruteurs parce qu'il faut quand même des formats qui nous permettent de pouvoir entrer dans des foyers. Troisième concept, c'est vraiment de se baser sur le Made in Faso, attiser cette fibre patriotique-là. Une stratégie élaborée sur la base d'une bonne connaissance des forces et faiblesses du marché actuel. Il s'agit à terme d'atteindre 50% de part de marché en 2023, en s'assurant d'abord qu'à l'horizon 2021, les produits made in Burkina sont leaders sur le champ de l'offre et de la demande à burkinabé. Un ministère qui fait un don à un autre du même État, le geste est incompris par plus d'un, il fait polémique. Mais le donateur, qui n'est autre que le ministère de l'Éducation nationale, est convaincu que son acte est plus que patriotique. Plus de 200 motos d'une valeur de 96 millions de francs CFA offertes au ministère de la Défense nationale, des ressources obtenues grâce à une contribution des élèves et du personnel éducatif dans les 13 régions du Burkina Faso. Abdou Aziz Sari. Avant la fermeture totale des établissements scolaires due à la pandémie de la Covid-19, ce sont 2512 écoles qui étaient fermées en raison des actes terroristes. Mais avec les efforts des forces de défense et de sécurité, 112 écoles ont pu réouvrir à la date du 30 septembre 2020. C'est pour permettre au FDS d'être encore plus efficace dans leur lutte contre les forces obscurantistes que le MENA-PLN offre ses motos. Au nombre de 204, ces motos ont été choisies selon les caractéristiques définies par la hiérarchie militaire. Chers frères et sœurs, membres des forces de défense et de sécurité, trouvez en ce geste, qui est certes loin de combler vos besoins, une expression de notre détermination à vous accompagner et à être solidaires avec vous dans votre noble et patriotique mission, qui est celle de la défense de l'intégrité du Burkina Faso. Convaincu que sans sécurité, point d'éducation et par conséquent, point de développement durable, nous sommes engagés à vous accompagner. Puisse ce geste, si modeste soit-il, contribuer à l'engrangement de victoires plus éclatantes sur les forces du mal. Ces engins roulants ont coûté plus de 96 millions de francs CFA. Cette somme a été collectée auprès des élèves et des acteurs du ministère en charge de l'Éducation nationale. Une collecte qui s'est faite de façon volontaire selon Stanislas Ouaro. Monsieur Tonton Ouaro, pour votre engagement personnel, nous vous demandons de dire grand merci aux militaires qui nous protègent contre les terroristes. Nous vous faisons la promesse
promesse de bien travailler pour que vous continuiez à nous aider. Merci à nos enseignants qui sont toujours avec nous malgré l'insécurité. Merci à nos parents qui ont payé nos cotisations. Tonton Waro, merci. Merci et encore merci. Et à tous ceux qui ont perdu la vie du fait du terrorisme. Que Dieu bénisse et sauve le Burkina Faso. Tout en remerciant les donateurs, le ministre de la Défense nationale reste convaincu qu'avec un tel engagement, la victoire est sûre. Monsieur le ministre et chers frères, je voudrais vous demander de transmettre les remerciements des forces armées nationales à la jeunesse scolaire du Burkina Faso, au personnel de votre ministère et à tous les partenaires qui ont contribué pour la réalisation de ce don. Soyez rassurés que les forces de défense et de sécurité en feront un bon usage et que le combat pour la protection des élèves, des personnels enseignants et autres structures d'éducation sont une priorité pour nos forces. Ces 204 motos sont exclusivement destinées aux militaires et aux gendarmes. Les policiers, eux, ont déjà bénéficié cette année de matériel roulant offert par la République du Japon. Mutualiser leurs forces pour impacter davantage leur domaine d'activité, c'est la nouvelle stratégie adoptée par l'Institut international Ben Gourion et le Centre agricole polyvalent de Maturku, un partenariat entre les deux structures de formation qui vise à renforcer le niveau de formation des élèves dans les domaines de l'élevage et de l'agriculture au Burkina Faso. Pour sceller l'union, une convention a été signée. Témoin de la signature, Jacob Zongo, Soto Justin Dabiri. La signature de convention est la poignée de main entre le directeur général du Centre agricole de Maturku et le directeur général de l'Institut international Ben Gourion des technologies agro-industrielles et énergétiques au Sahel marque le début d'une nouvelle aventure entre les deux centres dans la formation professionnelle en agriculture et en élevage au Burkina Faso. Convaincus du bénéfice à gagner en cheminant ensemble, ces deux centres de formation entendent relever davantage le niveau de formation de leurs élèves grâce à leur nouvelle collaboration. Le CAP est une structure de référence en matière de formation de professionnels de l'agriculture. Et nous nous inscrivons également dans cette démarche-là avec moins d'expérience que le CAP. Et nous pensons que nous pourrons bénéficier de l'expérience du CAP pour développer des modules, des programmes de formation qui répondent véritablement aux besoins des jeunes. Transfert de compétences, complémentarité et assistance mutuelle entre les deux centres de formation, c'est le contenu de la convention signée par l'Institut international Ben Gourion et le CAP Maturku. Ce partenariat pourrait se traduire par des échanges professionnels, et également des stages de deux côtés entre nos étudiants et les étudiants du CAP, mais également la planification d'actions collectives qui en dehors des programmes conventionnels, trouver des activités innovantes qui vont nous permettre ensemble de tirer l'agriculture du pays vers le haut. Ouvert à toute collaboration avec les instituts de formation du public tout comme du privé, le CAP Maturku accueille avec satisfaction la démarche de Ben Gourion. Seul, on ne peut pas faire beaucoup de choses, mais ensemble, on peut développer un certain nombre d'activités. Et donc, notre objectif, en tout cas une de nos missions, c'est de pouvoir travailler avec les autres instituts de formation, qu'ils soient du public ou du privé, pour qu'ensemble nous puissions partager nos expériences. Réaliser l'impossible grâce à la formation, c'est la mission poursuivie par l'Institut international Ben Gourion des technologies agro-industrielles au Sahel. Désormais aux côtés du CAP Maturku, Ben Gourion espère venir à bout du chômage et faciliter l'accès à l'emploi des jeunes grâce à ses formations à courte durée dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et des technologies agro-industrielles. Des formations en élevage et en agriculture, il y en a eu également sous la houlette de la jeune Chambre internationale Burkina Faso. La JCI, fidèle à son principe « un homme, un an, un mandat », a procédé au renouvellement de ces instances. Après une année à la tête de l'organisation, Arnaud Wilfried Zio est déchargé au profit de Michael Yagibou. C'était en marge du Congrès national 2020 de l'organisation Luc Kopak Belgem.
Ici, il n'y a pas de mandat supplémentaire ou de bonus qui tiennent. Que tu sois bon ou pas, c'est un nom, un an, un mandat. C'est l'esprit de la JCI, la Jeune Chambre internationale, et il a encore été rappelé à ce congrès. Congrès au cours duquel plusieurs membres ont été accueillis et le nouveau bureau installé. Après une année de gestion, Arnaud Wilfried Zio est déchargé au profit de Michael Yagibou. Le mandat 2021 est placé sous le signe de la continuité parce que nous avons d'énormes acquis sur lesquels nous allons travailler pour les consolider et continuer à offrir des services aux membres et aux communautés. En termes de services aux membres, c'est surtout la formation, c'est ce que nous savons faire de mieux. Et pour ce qui est des communautés, nous allons continuer à exécuter des projets afin de répondre à leurs besoins. Et nous allons aussi préparer l'événement tant attendu pour 2022, la conférence Afrique-Moyen-Orient, au cours de laquelle nous attendons 400 délégués de l'Afrique et du Moyen-Orient. Mon invite à votre endroit, mes chers amis, mes chers frères et mes chères sœurs, est de maintenir notre engagement envers et contre tout. Soyons engagés, soyons professionnels, soyons éthiques. Car les plus belles victoires sont attribuées dans les combats les plus épiques. Rien n'est plus exaltant dans la vie que de voir le jour se lever. Santé, éducation et environnement sont les domaines où la Jeune Chambre internationale a intervenu sous la houlette du président sortant. Le bilan à son niveau est jugé satisfaisant au vu des activités menées. En réalité, déjà, ce qu'il faut retenir de l'année en général, c'était la crise sanitaire. Donc déjà, la réponse que la Jeune Chambre internationale a eue à cette crise-là, lancé une campagne nationale de lutte en mettant en place 30 projets, une trentaine de projets, à travers des dons, sensibilisation et de l'accompagnement communautaire. Mais à côté de ça, on a quand même pu dérouler 75% à peu près de notre plan d'action dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'environnement. Un réseau de citoyens leaders. Mais c'est cette façon de dire le leadership qui, moi, m'a épaté. Il paraît que tous les leaders ne sont pas forcément des responsables. Mais pourtant, ici, tous les leaders sont des responsables. Le dynamisme de la Jeune Chambre internationale fait sa particularité parmi les nombreuses organisations de jeunes existant sur le territoire national. Michael Yagibou est entouré des présidents d'OLM et du bureau exécutif pour mener à bien sa mission. Une mission qui s'avère titanesque, mais pas insurmontable avec la détermination. Lutte contre la COVID-19, la société minière Ayam Gold Essakane SA poursuit ses actions de soutien en faveur du système sanitaire burkinabé. Du matériel médical vient d'être offert au centre hospitalier de Dori. Du matériel évalué à plus de 140 millions de francs CFA. Roméo Koita. Du matériel médical d'une valeur de 140 millions de francs CFA, remis ici aux responsables du centre hospitalier régional de Dori. Composé, entre autres, de concentrateurs d'oxygène, de lits de réanimation, de respirateurs, de tests PCR et plus d'1 millier de kits de protection individuelle, cet équipement est un don de la société minière Ayam Gold Essakane, qui veut ainsi aider ce centre de santé de référence de la région du Sahel à lutter efficacement contre la COVID-19. Cette semaine, nous avons déjà fait des remises au niveau national et aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là pour faire cette remise de matériel, non seulement de tests, mais aussi de matériel de prise en charge pour les CHR de Dori. Donc cela fait partie de tous nos efforts pour répondre à ces appels du gouvernement et des autorités régionales. On a commencé depuis le mois de mars, dès le début de Covid, et au total, je peux vous dire, on a dépensé un peu plus de 400 millions de francs CFA pour faire face à ces multiples demandes. Et nous sommes toujours aux côtés des populations, aux côtés des communautés autres, et aussi aux côtés du gouvernement pour faire face aux différents défis auxquels nous faisons face. Depuis le début de la pandémie au Burkina Faso, la ville de Dori a enregistré au total 29 cas positifs de coronavirus. À ce jour, tous les patients sont certes guéris, mais la maladie est toujours d'actualité. Et même après la COVID-19, le matériel pourra toujours servir à la prise en charge d'autres pathologies. Donc c'est du matériel que nous attendions,
qui va servir non seulement à prendre en charge les cas de Covid-19, mais aussi à prendre en charge et de façon très qualitative tous les patients que nous admettons au bloc pour de la chirurgie, mais également les femmes que nous admettons en urgence pour un certain nombre d'interventions obstétricales au niveau de la maternité. C'est du matériel qui vient à point nommé, qui répond à nos attentes et qui bien sûr va sauver des vies au niveau de la région du Sahel. Essa Kane n'est pas à son premier geste à l'endroit du CHR de Dori. Aux premières heures de la maladie en avril dernier précisément, la société minière avait déjà offert du matériel sanitaire d'une valeur de 23 millions de francs CFA. Le gouvernement salue les efforts d'une entreprise responsable. Je dois rappeler qu'ils ne sont pas donc à leur premier geste, puisqu'on était déjà là pour la remise de l'accompagnement dans le cadre donc, du renforcement de l'énergie à travers le solaire au profit donc, de notre CHR régional. Et ils ont fait donc, des appuis également, je l'ai rappelé, en direction donc, des universités à travers des bourses, à travers donc, des appuis en ressources pour des acquisitions, des investissements. Donc je pense que c'est une mine qui assure pleinement donc, sa responsabilité sociale d'entreprise et qui mérite donc d'être remerciée pour cela. Après la remise du matériel sanitaire, responsables de la mine et autorités gouvernementales et régionales se sont rendus à la station de traitement d'eau de Yakuta, située à une dizaine de kilomètres de Dori. Le projet, qui est à sa première phase, a une capacité d'approvisionnement en eau potable qui peut desservir toute la capitale du Sahel et ses environs. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Dakar au Sénégal. Soyez-en remerciés. À demain pour d'autres actualités.